Il y a une douleur que peu reconnaissent. Elle ne laisse pas de bleu sur la peau mais lacère l'âme. C'est ce sentiment de trahison silencieuse lorsque quelqu'un vous blesse profondément, par des mots, des attitudes, des silences, puis continue à agir comme si rien ne s'était passé, comme si votre douleur était une illusion, comme si ce n'était pas grave. Et dans cette indifférence, quelque chose en vous se fissure. Vous commencez à douter. Ai-je exagéré? Suis-je trop sensible? Peut-être que c'est moi le problème. Mais, et si le vrai problème était ailleurs? Et si cette attitude de négligence émotionnelle révélait bien plus sur l'autre que sur vous? Carl Jung, grand penseur de l'âme humaine, a passé sa vie à étudier les mécanismes profonds qui se cachent derrière nos relations, surtout celles qui nous blessent. Ce que nous allons explorer ensemble ici, ce n'est pas seulement un enchaînement d'explications psychologiques, c'est un chemin de lucidité, de reconstruction et surtout de libération intérieure. Ce que vous ressentez est réel. Et il est temps de comprendre pourquoi cela vous arrive et comment ne plus vous laisser détruire. Il n'y a rien de plus déconcertant que d'être blessé et ignoré. Vous attendez au moins un mot, un regard, une reconnaissance. Mais ce qui vient, c'est le silence, ou pire, la banalité. La personne continue à rire, à parler d'autre chose, comme si rien n'avait eu lieu. C'est comme recevoir un coup et voir l'agresseur hausser les épaules. Ce comportement vous laisse dans un no man's land émotionnel. Vous souffrez, mais il n'y a pas de témoin. Et sans témoin, la douleur semble invalide. Cela peut créer un isolement intérieur très profond, une forme de honte. Et c'est là que la blessure devient toxique. Quand en plus de souffrir, vous commencez à vous blâmer vous-même. Mais pourquoi certaines personnes font-elles cela? Dans bien des cas, ce n'est pas seulement de l'indifférence. C'est une stratégie inconsciente pour éviter la responsabilité émotionnelle. Car reconnaître qu'on a blessé l'autre demande du courage. Cela implique de regarder sa propre part d'ombre. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Jung disait que nous projetons sur les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ainsi, nier la douleur de l'autre devient une manière de ne pas faire face à ses propres failles. Mais il y a aussi un autre facteur, la culture du « tout va bien », qui glorifie l'optimisme vide et méprise la vulnérabilité. Dans ce monde, admettre une blessure semble être une faiblesse. Alors on évite, on ignore, on rit nerveusement et on laisse l'autre avec le poids. Reconnaître cette mécanique est le premier pas vers votre propre guérison. Ce n'est pas à vous de porter la cécité émotionnelle des autres. Ce n'est pas votre faute s'ils n'ont pas la maturité pour voir ce qu'ils provoquent. Et ce n'est pas parce qu'ils font « comme si » que la blessure n'existe pas. Vous avez peut-être remarqué un schéma qui se répète dans votre vie. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes, mais les blessures se ressemblent. Négligence, manque d'écoute, trahison subtile, absence d'empathie. Et vous vous demandez « pourquoi cela m'arrive encore ?» Carl Jung nous offre ici une clé précieuse. Ce qui n'est pas conscient se répète comme destin. Cela signifie que, tant que nous ne comprenons pas nos blessures profondes, nous avons tendance à recréer des situations similaires, non pas parce que nous le méritons, mais parce que l'inconscient cherche à être vu, reconnu, guéri. Certaines personnes qui entrent dans notre vie deviennent alors des miroirs douloureux. Elles réveillent des blessures anciennes, souvent issues de l'enfance, celles où nous avons dû tolérer l'absence d'écoute, d'amour ou de reconnaissance. Et inconsciemment, nous restons attirés par des figures familières à ces premiers traumatismes, dans l'espoir inconscient de cette fois réparer ce qui n'a pas été. Mais le piège, c'est que ces relations finissent souvent par réactiver la blessure, au lieu de la guérir. Ce sont des cercles vicieux émotionnels. Pourquoi ces personnes nous blessent-elles toujours? Parce qu'elles ne voient pas notre blessure, parce qu'elles ne veulent pas la voir, ou parce qu'elles n'ont pas la capacité émotionnelle de répondre autrement. Parfois, elles-mêmes agissent selon leurs propres blessures non résolues, ce qui crée une danse entre deux inconscients. Ce chapitre n'est pas une invitation à la culpabilité, mais à la conscience, car c'est seulement en identifiant ces schémas et les liens que nous tissons avec des personnes émotionnellement immatures que nous pouvons commencer à choisir différemment. Changer ce cycle ne veut pas dire couper tout lien. Cela peut aussi vouloir dire mettre des limites claires, s'affirmer, ou parfois se retirer. Mais surtout, cela veut dire cesser de normaliser la douleur répétée. Ce qui est fréquent n'est pas forcément juste.
Ce qui est familier n'est pas toujours sain. Imaginez que vous ressentez une douleur, une confusion, une colère même. Vous la verbalisez, vous tentez d'expliquer ce que vous avez vécu. Mais au lieu de recevoir écoute ou empathie, vous entendez des phrases comme « tu exagères »,« tu inventes des choses »,« tu te fais des films »,« tu dramatises tout ». Ce phénomène a un nom, le gaslighting émotionnel. Il s'agit d'une forme insidieuse de manipulation où l'autre nie votre réalité intérieure. Il invalide vos émotions, remet en question vos perceptions et parfois même vous fait douter de votre santé mentale. Ce n'est pas seulement une mauvaise communication, c'est une forme de domination psychologique. Pourquoi certaines personnes agissent ainsi? Parce que reconnaître votre réalité les obligerait à affronter la leur, et cela pour certains est insupportable. Alors ils préfèrent retourner la situation contre vous. Ils vous font passer pour instable, sensible, irrationnel, tout cela pour ne pas avoir à assumer leur propre comportement. Carl Jung nous apprend que l'ombre, cette partie inconsciente de nous-mêmes que nous refusons de voir, agit souvent de façon destructrice si elle n'est pas reconnue. Le gaslighting est un mécanisme typique de cette ombre. Au lieu d'assumer sa faute, l'autre la projette sur vous. Et le plus dangereux, c'est que cela fonctionne. Petit à petit, vous commencez à vous censurer, à douter de vos intuitions, à vous adapter à des standards émotionnels qui ne sont pas les vôtres. Vous vous déconnectez de votre boussole intérieure. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas fou. Si vous ressentez quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Ce que vous vivez mérite d'être pris au sérieux, même si l'autre refuse de l'entendre. Reconnaître le gaslighting est le premier pas vers votre libération. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre, mais de vous réapproprier votre propre réalité. Et cela commence par une simple phrase, puissante. Ce que je ressens est valable. Vous êtes-vous déjà senti accusé à tort, jugé pour des intentions que vous n'avez jamais eues, condamné pour des défauts qui ne vous ressemblent pas? C'est l'effet d'un mécanisme psychique que Carl Jung a longuement étudié, la projection. La projection, c'est ce que fait notre esprit quand il rejette sur l'autre ce qu'il ne veut pas voir en lui-même. Plutôt que d'admettre sa jalousie, sa colère, sa peur, la personne les projette sur vous. Vous devenez alors le problème, le toxique, l'instable. Non pas parce que vous l'êtes, mais parce que l'autre ne supporte pas de voir ces éléments en lui. Et cela peut être terriblement injuste. Vous portez alors un fardeau émotionnel qui ne vous appartient pas. Vous vous défendez, vous vous expliquez, vous vous justifiez. Mais plus vous tentez de vous faire comprendre, plus vous vous enfoncez dans une impasse. L'autre ne veut pas vous entendre. Il ne veut pas comprendre. Il veut évacuer sa propre tension intérieure sur vous. Jung disait que nous voyons le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Cela signifie que chacun projette une partie de lui-même dans ses relations. Et lorsque cette part est inconsciente, elle peut devenir destructrice. Comprendre ce mécanisme vous libère. Ce n'est pas parce qu'on vous critique que la critique est juste. Ce n'est pas parce qu'on vous accuse que vous êtes coupable. Apprendre à discerner la projection, c'est apprendre à ne plus absorber ce qui vient de l'autre. Cela demande du recul, de la lucidité et surtout du respect envers votre propre vérité. Vous n'êtes pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Vous êtes un être entier, complexe et digne d'être vu pour ce que vous êtes, pas pour ce que l'autre refuse de voir en lui-même. Il est tentant de penser que seuls les autres ont une part d'ombre, que la cruauté, la froideur, l'indifférence n'existent qu'en dehors de nous. Mais Carl Jung nous met en garde. L'ombre est universelle. Elle ne concerne pas seulement ceux qui nous blessent. Elle est aussi en nous. L'ombre, c'est cette part inconsciente, refoulée, que nous préférerions ignorer. Nos peurs, nos colères, nos jalousies, nos désirs inavouables, tout ce que notre image idéale de nous-mêmes rejette. Et plus nous refusons de la voir, plus elle agit dans le silence, souvent au détriment de nos relations. Mais pourquoi parler de notre propre ombre quand ce sont les autres qui nous blessent? Parce qu'il y a un lien profond entre la blessure et notre capacité à y répondre. Lorsque nous sommes confrontés à l'indifférence ou à la malveillance, deux chemins s'ouvrent. Soit nous réagissons en victimes impuissantes, soit nous utilisons cette douleur comme miroir de transformation. Regarder notre ombre ne signifie pas se blâmer pour ce que les autres nous font. Cela signifie comprendre pourquoi certaines situations résonnent aussi fortes en nous, pourquoi certains mots nous détruisent, pourquoi certains comportements nous paralysent.
Et surtout, comment nous pouvons reprendre notre pouvoir intérieur face à cela? Ce travail demande du courage. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais authentique. Plus nous reconnaissons nos propres zones d'ombre, plus nous devenons capables de voir celles des autres sans les absorber. Nous cessons alors de nous perdre dans les jeux de pouvoir, de nous laisser manipuler, de chercher désespérément validation et reconnaissance. Car nous comprenons, la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intégration de notre lumière et de notre ombre. L'une des douleurs les plus incompréhensibles, c'est de voir quelqu'un vous blesser et ne manifester aucun remords, pas de regard désolé, pas de mots d'excuse, pas même un signe de conscience, comme si rien ne s'était passé, comme si votre souffrance était invisible, ou pire, sans importance. Mais comment expliquer une telle froideur? Pour Carl Jung, la réponse réside dans l'inconscience psychique. Certaines personnes vivent déconnectées de leur monde intérieur. Elles ne se sont jamais confrontées à leurs propres douleurs, à leurs blessures d'enfance, à leurs besoins d'amour ou à leur peur de l'intimité. Elles ont appris à fonctionner sans ressentir, à survivre en coupant le lien avec leur propre vulnérabilité. Et lorsque vous leur montrez cette vulnérabilité, à travers une émotion, une demande, une douleur, elles ne savent pas comment y répondre. Non pas par malveillance absolue, mais parce qu'elles sont émotionnellement analphabètes. Elles ne lisent pas votre cœur, parce qu'elles ont éteint le leur depuis longtemps. Cela ne les excuse pas, mais cela explique. D'autres, plus narcissiques ou blessés, utilisent cette déconnexion comme mécanisme de défense. Ne pas ressentir de culpabilité leur permet de maintenir un sentiment de contrôle, de puissance, d'invulnérabilité. La culpabilité, pour eux, serait un effondrement. Alors, ils choisissent de l'éviter, à tout prix. Mais vous, de votre côté, vous restez avec la douleur, l'incompréhension, le sentiment d'être trahi, et parfois même l'envie de les réveiller, de leur faire comprendre. Ce besoin est humain, mais il peut devenir une prison, car on ne peut pas forcer quelqu'un à ressentir ce qu'il a passé sa vie à fuir. À un certain point, la guérison ne passe pas par l'autre, elle passe par une décision intime, ne plus attendre de reconnaissance de ceux qui ont perdu le contact avec eux-mêmes. Il existe des blessures qui ne viennent pas de cris ou de violences visibles, mais d'attitudes apparemment banales, presque invisibles, un ton méprisant, une remarque pour rire qui humilie, une absence d'écoute récurrente, une critique déguisée en conseil. Et tout cela se fait sans excuse, sans conscience, sans culpabilité. C'est là que le narcissisme entre en scène, mais pas celui des films, avec grandeur et extravagance. Non, il s'agit ici du narcissisme discret, celui qui s'exprime par l'indifférence émotionnelle, le besoin d'avoir toujours raison et l'incapacité à se mettre à la place de l'autre. Le narcissique du quotidien ne vous crie pas dessus. Il vous invalide subtilement. Il vous blesse en se présentant comme victime. Il fait passer sa froideur pour de la logique, son absence d'excuse pour de la force, et votre souffrance pour un excès de sensibilité. Mais ce qui se cache derrière, c'est une fragilité profonde, une peur panique de perdre le contrôle, une incapacité à tolérer la vulnérabilité, la sienne comme celle des autres. Alors, pour se protéger, il préfère blesser. Et pour ne pas se remettre en question, il préfère ignorer. Carl Jung affirmait que plus une personne est dominée par son persona, cette façade sociale qu'elle montre au monde, plus son ombre agit de manière autonome, dans l'ombre justement. Le narcissique dissimule ses failles sous une image de force, mais à l'intérieur, il vit dans le rejet de lui-même. Et c'est ce rejet qu'il projette sur les autres. Comprendre cela ne veut pas dire tout accepter. Cela veut dire cesser de se faire aspirer par cette logique toxique. Vous n'êtes pas là pour réparer un narcissique. Vous n'avez pas à sacrifier votre paix pour quelqu'un qui n'a pas la capacité ou la volonté de se regarder en face. Vous avez le droit de vous protéger. Et parfois, la forme la plus haute d'amour, c'est la distance. On dit souvent que les mots peuvent blesser. Mais ce que l'on oublie, c'est que le silence peut tuer. Pas le silence apaisant, respectueux, mais celui qui ignore, qui efface, qui détruit sans bruit. Ce silence qui suit un conflit comme un mur froid, celui qui remplace les explications par l'absence, celui qui nie votre humanité, en faisant comme si vous n'existiez plus. C'est une forme de violence psychique que beaucoup ne reconnaissent pas. Et pourtant, elle est redoutable, car elle ne laisse aucune trace visible. Elle vous fait douter de vous-même.
Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, pourquoi on ne vous parle plus, pourquoi le lien semble rompu, sans explication. Ce silence est une punition déguisée, une manière pour l'autre de reprendre le contrôle sans avoir à se confronter à ses émotions, à ses erreurs, à ses responsabilités. Et c'est vous qui en payez le prix. Carl Jung nous rappelle que tout ce que nous refusons d'exprimer devient énergie refoulée, et cette énergie cherche toujours un moyen d'agir. Dans le cas du silence, cette énergie se manifeste par l'exclusion émotionnelle, le retrait, le gel des liens affectifs. Et cela peut être plus douloureux qu'un cri, car dans le cri, il y a encore un lien, une reconnaissance, même conflictuelle. Dans le silence, il n'y a plus rien. Juste un vide, où l'on vous laisse seul avec vos questions. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ce vide comme une fatalité. Reconnaître le silence comme une forme de violence, c'est reprendre votre pouvoir. C'est comprendre que ce n'est pas vous le problème, c'est l'autre qui fuit la relation, l'intimité, la responsabilité. Vous avez le droit de demander des réponses, et si elles ne viennent pas, vous avez le droit de partir. Votre dignité ne doit jamais être suspendue au bon vouloir de ceux qui choisissent de se taire là où il faudrait parler. Quand vous exprimez votre douleur et qu'on vous répond par le silence, le mépris ou la moquerie, il se produit quelque chose de sournois. Vous commencez à douter de vous-même. Et ce doute est insidieux. Il s'installe lentement. Vous vous demandez si vous exagérez, si vous êtes trop sensible, si vous êtes compliqué. Vous vous remettez en question à tel point que votre propre réalité devient floue. C'est l'un des effets les plus destructeurs de la violence psychologique. Elle vous coupe de vous-même. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous n'êtes pas fou. Ce que vous ressentez est réel. Votre douleur est valable. Votre confusion est légitime. Dans un monde qui glorifie la performance, l'apparence et la positivité à outrance, il devient presque honteux d'être blessé, d'être vulnérable, d'avoir besoin de reconnaissance émotionnelle. Pourtant, ce besoin est profondément humain. Il n'est ni une faiblesse ni un caprice. Carl Jung insistait sur l'importance de l'individuation, ce processus d'unification intérieure où l'on cesse de vivre selon ce que les autres attendent de nous et où l'on commence à suivre notre vérité la plus intime. Valider sa douleur, c'est déjà un acte d'individuation. Cela signifie que vous cessez d'attendre que l'extérieur vous autorise à souffrir. Vous vous donnez à vous-même ce droit. Et c'est un basculement puissant. Lorsque vous cessez de nier ce que vous ressentez, vous retrouvez de la clarté. Et avec cette clarté, vous pouvez enfin poser des limites, faire des choix, vous protéger, non pas contre le monde, mais en votre nom. Votre santé mentale commence là, dans le simple fait de dire intérieurement, calmement, fermement, « Ce que j'ai vécu m'a blessé, et j'ai le droit de ressentir cela. » Lorsque quelqu'un vous blesse, surtout de manière répétée, une question revient sans cesse. Dois-je répondre ou me taire? Me battre ou partir? C'est un dilemme douloureux, car réagir peut provoquer davantage de conflits, d'attaques, de gaslighting. Mais rester silencieux, c'est souvent se trahir, se laisser écraser. Et s'éloigner, cela peut ressembler à de la lâcheté ou à une perte irréparable. Alors que faire? La première chose, c'est de reconnaître que chaque situation est unique, mais que votre point de repère doit toujours être le même, votre intégrité intérieure. Toute action qui vous pousse à vous renier, à vous rétrécir, à vous désincarner n'est pas une solution, même si elle semble plus facile à court terme. Carl Jung nous apprend que l'ombre n'est pas à combattre frontalement. Elle doit être intégrée avec conscience. Cela s'applique aussi à nos relations. Il ne s'agit pas forcément de crier, de tout casser, ni de fuir immédiatement. Il s'agit d'abord de vous poser une question essentielle. Qu'est-ce que cette relation me fait devenir? Si elle vous pousse à vous effacer, à douter de vous, à vivre dans la peur ou la confusion, il est peut-être temps de vous éloigner. Non pas dans la haine, mais dans la lucidité. Mais si vous sentez qu'il y a un espace même minime pour un dialogue sincère, alors réagir avec clarté, poser vos limites, exprimer votre vécu peut devenir un acte fondateur. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision universelle. Il n'y a que celle qui respecte ce que vous ressentez profondément. Et parfois, ne pas réagir, c'est de la sagesse. Parfois, partir, c'est de l'amour-propre. Parfois, parler, c'est une renaissance. L'essentiel est de ne jamais choisir sous la peur, mais sous la lumière de ce que vous êtes en train de devenir. Il arrive un moment dans la vie où la douleur devient trop lourde pour qu'on continue à la nier. Elle exige d'être vue, écoutée,
comprise. Et c'est là que commence un chemin que Carl Jung a appelé l'individuation, un processus de transformation intérieure où l'on cesse d'être ce que le monde attend pour devenir qui l'on est vraiment. Mais que signifie vraiment transformer la douleur? Cela ne veut pas dire oublier, ni banaliser. Cela veut dire comprendre le message caché dans la blessure, car derrière chaque rejet, chaque humiliation, chaque abandon, il y a une information sur vous, sur vos besoins, vos limites, vos aspirations profondes. La douleur, en ce sens, devient une boussole, un guide vers votre essence. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses se transforme ». Autrement dit, fuir la douleur la rend plus puissante, mais l'accueillir avec conscience la métamorphose en force. Le chemin de l'individuation n'est pas une route paisible. Il vous obligera à affronter vos blessures d'enfance, vos loyautés invisibles, vos peurs d'être seul, vos illusions sur l'amour. Mais il vous offrira quelque chose de plus précieux que tout, la liberté intérieure. Vous commencerez à faire des choix, non pas par peur de perdre l'autre, mais par respect de vous-même. Vous oserez dire non. Vous cesserez de mendier l'amour. Vous reconnaîtrez votre valeur, même dans le silence de ceux qui ne savent pas la voir. Et cette lucidité nouvelle vous changera. Elle ne fera pas disparaître la douleur du passé, mais elle vous empêchera de la répéter. Car une fois que vous voyez clair, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus vous laisser maltraiter, même par ceux que vous aimez. Et c'est là, précisément, que commence la vraie paix. Combien de fois vous a-t-on dit « il faut pardonner », comme si c'était la solution universelle, comme si pardonner signifiait effacer la douleur, passer l'éponge, continuer comme si rien ne s'était passé. Mais pardonner n'est pas oublier, et encore moins faire semblant. Le vrai pardon, celui dont parlait Jung à travers le processus d'individuation, ne naît pas de l'obligation morale. Il ne vient pas d'une pression extérieure ou d'un dogme spirituel. Il vient d'un endroit bien plus intime, la compréhension de soi. Pardonner maturement, c'est reconnaître que ce que vous avez vécu vous a blessé, profondément, parfois de façon irréversible, mais que vous choisissez de ne plus porter cette blessure comme une identité. Ce n'est pas excuser l'autre, ce n'est pas dire que ce qu'il ou elle a fait est acceptable, c'est dire « je refuse que cette douleur continue à définir ma vie ». C'est une décision puissante, mais souvent longue, et elle n'arrive qu'après un deuil, celui de l'amour qu'on attendait, du respect qu'on n'a pas reçu, de la réparation qui ne viendra peut-être jamais. Le pardon mature n'est pas un acte unique, c'est un chemin. Il commence parfois par la colère, passe par le chagrin, traverse le silence, et finit par une clarté. Je choisis de ne plus me détruire pour ce que l'autre n'a jamais su me donner. Et parfois, le pardon n'inclut pas la réconciliation, parce que continuer la relation serait une forme de trahison envers vous-même. Pardonner, c'est avant tout un cadeau que vous vous faites. C'est dire à votre cœur, tu as le droit d'être en paix, même si l'autre ne s'est jamais excusé. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la lucidité, c'est de la libération. Après tant de blessures, de silence, de doute, une vérité finit par émerger. Vous méritez la paix. Pas une paix vide, faite d'oubli ou de résignation, mais une paix pleine, enracinée dans la conscience, le respect de soi et le choix de ne plus vivre dans les mêmes schémas. Car ces cycles de douleur, de rejet, d'humiliation ne se brisent pas seuls. Il faut, à un moment, un acte de courage. Dire « ça suffit », non pas par haine, mais par amour pour vous-même. Rompre le cycle, ce n'est pas seulement couper des liens, c'est couper des fidélités inconscientes. Celles qui vous font rester là où vous êtes constamment blessé, en espérant que l'autre changera. Celles qui vous font croire que vous n'avez pas le droit d'exiger mieux. Celles qui vous poussent à vous taire pour ne pas déranger. Carl Jung disait que le processus d'individuation était un retour vers soi, vers l'être entier, complexe, souvent abîmé, mais capable de se reconstruire à partir de sa propre vérité. Interrompre le cycle, c'est choisir cette vérité, même si elle dérange. C'est poser des limites claires. C'est dire non. C'est refuser l'amour conditionnel. C'est ne plus vous perdre dans des explications infinies. C'est reconnaître quand la relation vous abîme plus qu'elle ne vous nourrit. Et surtout, c'est comprendre que vous avez le droit de vivre une vie paisible. Une vie où vous n'êtes pas constamment sur la défensive,
où votre cœur peut s'ouvrir sans peur, où votre esprit peut se reposer. Vous n'avez pas été mis au monde pour être une cible, un réceptacle, un objet de projection. Vous êtes un être sensible, digne d'amour et de respect. Et ce respect, parfois, commence par une séparation. Si vous êtes allé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous ne veut plus vivre dans la confusion. Quelque chose cherche la clarté, la guérison, la paix. Et c'est une belle nouvelle, car la douleur que vous avez vécue n'a pas besoin d'être votre prison. Elle peut devenir votre fondation. Une base solide à partir de laquelle vous construirez une nouvelle façon de vous relier au monde, avec plus de conscience, plus de présence, plus de respect de vous-même. Jung disait que l'homme ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ce travail de lucidité, vous venez de le commencer, et il peut transformer profondément votre manière d'aimer, de poser vos limites, de vous choisir. Prenez soin de votre monde intérieur. Apprenez à écouter ce qui se brise, à comprendre ce qui se répète, à protéger ce qui est précieux en vous. Et si ce contenu a résonné en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à partager des messages profonds, ancrés dans la psychologie et l'expérience de vie. Partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous vivez ou ce que ce sujet vous a révélé. Votre voix est précieuse et peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage intérieur. Prenez soin de vous. Vous méritez une vie où votre sensibilité est honorée et non piétinée. Une vie où vous n'avez plus à mendier ce que vous avez toujours mérité.